Bonjour à tous. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un énième module, celui qui parlera de l'avatar client artisan, donc avatar client ou client type ou ICP, Ideal Customer Persona, il me semble. Et en fait, on va voir un petit peu l'intérêt de se créer un avatar client. Comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, j'ai pas tout de suite, moi, eu la pertinence d'esprit de comprendre ce qu'était un avatar client, ou du moins, euh, quelle était la fonction de l'avatar client. Un avatar client, ça peut être pompeux, ça peut avoir l'air nul, mais c'est hyper utile. Aujourd'hui, si vous lancez votre entreprise et que vous ne savez pas quel est votre client type avant même de vous lancer, vous allez partir dans tous les sens. Le but, c'est quand on crée une entreprise, quand on crée un site internet, quand on veut offrir un service ou un produit à une partie de la population, c'est de savoir qui est cette personne à qui on va vendre notre prestation ou service et savoir comment on va pouvoir lui vendre. Si vous pensez aujourd'hui que vous allez pouvoir vendre votre produit ou votre service aux 70 millions de personnes presque qui sont en France, je pense que vous vous trompez. À moins que vous ne vendiez des pâtes ou que vous ne vendiez de l'eau. Et encore, même là, il n'y aura pas 70 millions de consommateurs de bouteilles d'eau et 70 millions de consommateurs de pâtes. Il y en a forcément qui ne mangent pas de pâtes parce qu'ils sont allergiques au gluten, par exemple. Donc, il va forcément falloir déterminer quel est votre client type. Aujourd'hui, pour que la vidéo puisse être la plus pertinente possible, on va parler de l'avatar client euh, pour un artisan du bâtiment. Ok? Mais il y aurait encore beaucoup plus de perfectionnement de notre avatar type si on s'intéressait par exemple à l'avatar client d'un plombier ou d'un frigoriste ou d'un maçon. Ça sera toujours et systématiquement différent. Mais aujourd'hui, on a mis en place un formulaire, un outil qui vous permettra de vous poser les bonnes questions avec des simples cases à cocher et des petits textes à remplir pour pouvoir faire votre avatar client en quelques minutes. Cet avatar client, vous pouvez le faire sur notre site internet. Le lien sera en dessous dans la description de la vidéo YouTube. Et elle se compose d'au moins 25 questions, je pense. Vous le voyez là, en fait, vous avez toutes les questions. Donc on va traiter chacune des questions et on va comprendre quel est l'intérêt de connaître son client type. Ok. Donc, ce formulaire-là, vous rentrez votre adresse mail. Votre adresse mail, elle sera pas utilisée à but commercial de ma part. C'est juste pour vous renvoyer vos données de formulaire. D'accord? C'était la manière la plus simple que j'avais de vous faire quelque chose d'assez interactif, quelque chose de simple, que vous n'ayez pas à tout copier sur un papier, etc. Vous cochez les cases, vous appuyez sur envoyer, vous recevez une copie par mail de votre avatar client. D'accord? C'est pas ce qu'il y a de plus visuel, je vous l'accorde, mais ça vous permettra d'avancer rapidement. Vous êtes artisan, vous devez aller vite. Ok? Donc vous rentrez votre adresse mail, ça c'est pour avoir votre formulaire rempli sur votre boîte mail. Et on passe à la première question. Votre client type est un particulier ou un professionnel? Je pense que c'est assez logique. Si vous vous adressez aujourd'hui à un particulier ou à un professionnel, ça va être deux choses complètement différentes. Le particulier, budget certainement plus restreint qu'un professionnel. En revanche, prise de décision plus rapide. Ok. Professionnel, le temps de déterminer si vous êtes le bon interlocuteur ou pas va être plus long. Il va peut-être falloir faire des appels d'offres, il va falloir peut-être faire plusieurs devis. Ça va être beaucoup plus coûteux en termes de préparation pour le chantier, peut-être, mais le résultat à la clé, il est aussi plus pertinent. Vous aurez plus de facilité certainement à passer votre devis chez un particulier que chez un professionnel. Après, chacun voit midi à sa porte et chacun y tire ses avantages. Ok, c'est pas le même matériel qu'on installe, c'est pas la même façon de travailler. Est-ce que vous préférez faire 2 chantiers par an ou est-ce que vous préférez faire travailler tous les jours avec des particuliers qui vous payent rubis sur ongle à chaque fois que vous avez fini votre chantier? Ou est-ce que vous préférez travailler avec un professionnel et faire des factures à 30 jours fin de mois? C'est des questions qui sont importantes pour vous. Votre client type est propriétaire ou locataire? Ça peut avoir de l'importance parce qu'en fonction de si le propriétaire ou locataire, l'envie en fonction de votre métier d'artisan de faire des travaux plus ou moins complets sera différente pour un locataire comme pour un propriétaire, sachant aussi que pour un locataire, il faudra certainement avoir un double aval, l'aval du locataire et l'aval de celui qui loue l'appartement, d'accord? Ou la maison. Et si c'est un appartement, il faudra encore passer par le syndic, ok? N'oubliez pas ça.
Pour quel type de bien votre client a-t-il besoin de vous? Est-ce que c'est une maison, un appartement, un bâtiment, un entrepôt, un commerce? Les choses sont très différentes. Si on intervient sur un commerce, est-ce qu'on va pouvoir travailler la journée? Est-ce qu'on va pouvoir travailler en laissant la boutique ouverte? Si c'est une maison, est-ce que les gens vont continuer de vivre dans la maison? Est-ce qu'ils vont aménager dans la maison après vos travaux? Donc, quelle est votre fenêtre de tir pour faire vos travaux? Voilà, ça a de l'importance. Euh, Votre client a besoin de vos services d'artisan pour construction neuve, rénovation, réparation, maintenance. Ça aussi, c'est important. Construction neuve, vous dépendez pas des mêmes critères que pour une rénovation, ok? Et que pour une réparation ou que pour une maintenance, ok? Quelle est la taille du bien pour lequel les clients font appel à vos services? Est-ce que ce sont des petits travaux qui vont nécessiter peu de prise de décision et dont vous allez en avoir besoin de beaucoup plus de volume que pour des moyens ou des grands travaux? Ou est-ce que vous allez chez des grands travaux et à ce moment-là, vous pouvez vous contenter de faire un chantier par mois, deux chantiers par mois? Quelle est votre stratégie? Quels sont les clients types que vous cherchez pour pouvoir atteindre votre but financier? Parce que à la base, si vous avez un travail en tant qu'artisan, c'est quand même pour avoir de l'argent. Vous pouvez être aussi passionné que vous voulez, à la fin du mois, il faut bouffer. Ok? Quel est le premier critère de sélection de votre client? Question hyper importante. Est-ce que votre client, il va choisir l'artisan le moins cher? Et à ce moment-là, vous pouvez lui vendre les plus belles décorations, etc. Si vous lui faites un prix qui n'est pas en adéquation avec le devis d'à côté, vous êtes sûr de ne pas passer. Est-ce qu'il veut le meilleur rapport qualité-prix? Est-ce qu'il veut l'artisan qui produit la meilleure qualité? Est-ce qu'il veut l'artisan le plus éco-responsable? Ça dépend beaucoup des personnes et ça vient de plus en plus, hein, l'éco-responsabilité. Hein. L'artisan le plus rapide, souvent. L'artisan le plus sérieux, souvent aussi. L'artisan avec la meilleure relation client, important de tisser des bonnes relations avec son client. Souvent, sur Internet, en tout cas, les gens qui me choisissent, il y a plein d'agences web qui font des sites Internet et qui font du référencement local pour les artisans. Ok, il y en a plein. Il y en a plein, plein, plein. Mais est-ce qu'elles sont aussi spécialisées que moi? Est-ce qu'elles apportent le même service? Est-ce qu'elles font des vidéos YouTube comme moi pour vous donner de la valeur gratuitement? Et est-ce que vous avez une sorte de proximité avec moi comme vous pourriez l'avoir avec mon concurrent? Ok. Tout ça, ça a de l'importance. Au final, sur Internet, souvent, on va choisir des produits ou des services par rapport à une personne, par rapport à une marque. On achète une marque. On n'achète pas si facilement un produit. En fait, quand on achète un produit, souvent, vous allez remarquer, on va acheter une marque ou une personne. Quand vous achetez Apple, vous achetez le téléphone, ok, mais vous achetez surtout la marque Apple. Parce qu'en fait, les caractéristiques de votre téléphone, dans 90% des cas, vous vous en fichez un petit peu. Ok. Par contre, c'est Apple, c'est la dernière génération, donc c'est le meilleur et je vais pouvoir me la péter ou dire que je suis quelqu'un qui a bon goût. Ok. Donc, bon, tous ceux qui ont un Apple ne sont pas en train de se la péter parce que sinon je vais mettre 50% de l'audience. 50% des personnes vont se désabonner de la chaîne. Déjà que j'ai pas beaucoup d'abonnés. Bon, ok. Apple, c'est bien, c'est très bien. J'en ai pas, mais c'est très bien. Je rêverais d'avoir un Apple. Euh, ok. Est-ce que vous êtes l'artisan qui propose les meilleures garanties? Garanties décennales, mais aussi les garanties de service. Pendant 2 ans, je viens si tu as le moindre pépin sur les travaux que j'ai réalisés. Est-ce que vous êtes l'artisan qui possède la plus grosse entreprise? Est-ce que le client il préfère travailler avec une grosse boîte ou avec une petite boîte? Est-ce que l'artisan avec lequel le client veut bosser est celui qui a l'entreprise qui a la meilleure renommée? Ok. Et est-ce que vous êtes aussi l'artisan qui est le plus proche? Question d'après. Quelle est l'urgence des travaux pour votre client idéal? De manière très simple. Si vous n'êtes pas disponible avant 3 mois et que par magie vous vous présentez pour faire un devis et que le client vous dit moi les travaux c'est dans une semaine, ben en fait pourquoi vous êtes venu? Vous voyez? Donc quand vous allez vous poser vos questions sur votre propre formulaire sur votre site internet ou quand vous faites votre première prise de contact, sachez à qui vous vous adressez. N'allez pas faire des devis chez des gens chez qui vous savez que c'est peine perdue, d'accord? Annoncez directement la couleur. Donc il faut savoir un petit peu à qui on s'adresse et il faut aussi sensibiliser vos clients. Est-ce que vos clients sont au courant que pour travailler avec vous, en tant que frigoriste en plein mois de juin, ben, il va falloir attendre septembre? Est-ce qu'ils sont prêts à entendre ça? Bonne question. Et à ce moment-là, peut-être il faut jouer sur les tarifs, il faut jouer sur des prestations qui pourraient être différentes, plus rapides. Ça, c'est votre travail. Quels sont les diplômes que vos clients vont vous réclamer?
ok? Parce que les clients ne sont pas dupes. Quand ils font appel à un artisan et qu'ils sont prêts à mettre un petit peu le prix, ils cherchent des garanties, ok? Mais les garanties, ça passe aussi par les diplômes, par les assurances, par les garanties, par les certifications que vous pourriez avoir, parce que c'est pas parce que vous avez votre diplôme de frigoriste que vous avez votre certification Calipac RGE qui permettra de faire bénéficier des aides de l'État, ok? Les certifications et est-ce que vous êtes capable de faire bénéficier à vos clients des aides de l'État? Je vois qu'il y a un doublon, je vais le supprimer. Ok. Est-ce que votre client idéal souhaite avoir une prestation éco-responsable, traditionnelle, moderne, haut de gamme ou similaire à l'existant? Si vous commencez à ne pas lui poser la question et à lui dire ok, je vais te faire toute la peinture, etc. Je vais te mettre du gris foncé, ça t'ira très bien, ça sera magnifique, etc. Alors que la personne elle voulait juste avoir les mêmes couleurs que dans la pièce d'à côté, bah en fait vous perdez en crédibilité. Posez les bonnes questions. Et ça c'est très important. Je ferai peut-être une vidéo à ce sujet-là. L'art de poser les questions pour son client. Quand je vends un site internet, je vends pas un site internet, je vends un résultat en fonction du résultat que le client veut, si je suis en mesure de lui apporter. Ok? Donc posez les bonnes questions et ne figurez de rien avant toute chose. C'est-à-dire que euh, vous n'êtes pas là pour deviner à la place du client. Ok? Vous connaissez les méthodes pour faire les choses. C'est vous qui avez toute la pertinence, mais c'est le client qui décide, c'est le client qui sait ce qu'il veut. Ok? Posez-lui les questions pour faire en sorte qu'il puisse retranscrire lors de la demande de devis tout ce qu'il veut. Ok? Ne présagez de rien. Comment votre client souhaite-t-il suivre l'avancement des travaux? Eh oui, parce que ça, c'est une bonne question. Combien de fois on arrive sur des chantiers et on se rend compte qu'au final, le client, bah, en fait, il nous colle les basques et puis, en fait, c'est chiant. Vous avez peut-être pas envie de travailler dans ces conditions-là. Demandez-lui via des questions un petit peu détournées comment il souhaite suivre l'avancement des chantiers. Ça vous permettra déjà de pas être surpris si il veut être là pendant toute la durée des travaux et ça vous permettra aussi de comprendre que ça, c'est un critère pour lui qui est important, donc je vais le mettre en valeur et donc je vais lui apporter des solutions qui lui permettront de suivre. Si la personne veut un débriefing de une demi-heure tous les soirs parce qu'il n'est pas sur chantier mais qu'il veut quand même avoir son débriefing, mettez-le dans votre devis parce que vous n'avez peut-être pas une demi-heure à perdre tous les jours. D'accord. Comment votre client souhaite-t-il s'impliquer dans les travaux? Donc voilà, est-ce qu'il souhaite être présent du début à la fin? Est-ce qu'il souhaite vous donner la main sur les travaux? Est-ce qu'il souhaite vous laisser faire à 100% ou avoir un contrôle omniprésent? Ceux-là, on les déteste, on est d'accord. L'avantage de créer des sites web, c'est que vous pouvez pas avoir le contrôle omniprésent. Vous pouvez pas être à côté de moi pour faire le site internet. Je peux me tromper, mais jusque-là, c'est jamais arrivé. Euh, ok. Est-ce que votre client est habitué de travailler avec des artisans? Alors, si c'est un particulier, certainement que ce sera pas forcément le cas. Par contre, si vous travaillez en B2B avec un pro, peut-être que ce dernier, vous n'êtes pas le premier plombier à qui il fait affaire. Et à ce moment-là, il a déjà ses petites routines, etc. Posez-lui les questions soyez en mesure de comprendre en fait quelles sont ses attentes par rapport au dernier artisan qu'il a eu. Okay. Quel est le niveau d'expertise dans votre métier d'artisan de votre client? Est-ce que vous parlez à un novice à qui il faudra tout expliquer ou est-ce que vous parlez à quelqu'un qui connaît et à ce moment-là il faudra pas dire de conneries? Eh oui, on sait. Il y a quelque chose aussi qui est important, petit aparté. En fait, quand on est expert, ça sert à rien de vouloir jouer l'expert. Euh, un expert et quelqu'un de pédagogue, on le reconnaît en fait à sa manière de s'exprimer. C'est pas parce qu'il est expert qu'il va utiliser des mots qui seront compliqués. Et c'est aussi tout le challenge que moi j'ai avec avec vous sur YouTube, c'est d'essayer de trouver des termes qui sont les plus simples à comprendre. Euh, pour que vous puissiez comprendre mon métier et comment on va interagir ensemble et vous faire comprendre des notions sans que je ne rentre trop dans les détails et dans les complications. Ça peut donner l'impression pour un autre expert que je suis moins pertinent que lui ou que je suis tout simplement pas un expert, mais en fait c'est de l'intelligence et de la pédagogie que de savoir s'adapter à un niveau. Si vous commencez à me parler de plombier, alors je peux parler avec des plombiers, mais je parle de 5 minutes avec un plombier. Par contre, le plombier qui est un expert dans son domaine, il saura expliquer à son client comment il va procéder sans avoir à utiliser des termes que personne d'autre comprend, à part un autre plombier. D'accord? Donc, c'est ça aussi la pédagogie avec un client, c'est de savoir utiliser les termes qui sont adaptés
pour pouvoir faire passer un message et faire comprendre. Croyez-moi qu'un client qui comprend ce que vous êtes en train de faire chez lui aura beaucoup plus envie de travailler avec vous qu'un client qui se fait baragouiner par un expert et qui ne comprend rien à rien. Vous êtes déjà allé chez un avocat, vous êtes déjà allé chez un expert comptable, ça peut être compliqué. Ça peut être très très compliqué. Ok. Question suivante. Euh, Est-ce que vous allez intervenir à nouveau chez votre client type? Ok. Est-ce que les moyens que vous allez mettre en place pour obtenir ce client vont être des moyens que vous allez mettre en place pour une prestation unique, ou est-ce que ce sont des moyens que vous allez mettre en place en vue de venir de manière récurrente tous les ans pour faire un entretien, ou en vue d'aller faire d'autres travaux? Vous commencez par faire une petite terrasse de 10 mètres carrés et puis vous finissez à faire une extension de 80 mètres carrés. Ok? C'est aussi très important. À ce moment-là, il faut calculer en fait la valeur du client sur sa vie entière. C'est la lifetime value, c'est-à-dire quelle est la valeur du client sur toute sa période de vie avec moi. Ok. Si le client il vous donne 500 euros pour faire un chantier, pour faire une installation de plomberie, il vaut 500 euros. Si vous avez acheté votre lead, par exemple, donc acheté cette demande de rendez-vous sur un site de comparaison de devis, et que ça vous a coûté 100 euros, vous pouvez vous dire ça vous a coûté 100 euros de faire 500 euros. En revanche, si vous avez payé 100 euros pour avoir cette personne-là qui vous fait un chantier de 500 euros, mais que tous les 6 mois, il vous redemande un chantier à 500 euros, et que ce client-là, vous l'avez pour les 10 prochaines années, ou les 20 prochaines années, ça vous a coûté 100 euros d'avoir un client qui vous rapporte 500, qui vous rapporte 5 ou 6 000 euros par an tous les 10 ans. Donc sa lifetime value, la valeur qu'a votre client sur 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, sur toute sa vie, en fait, elle est de 6 000 euros. Est-ce que ça vaut le coup de dépenser 100 euros pour avoir 6 000 euros? Voilà, donc c'est aussi des questions comme ça qu'il faut se poser. Et puis, plus en delà de ça, euh, est-ce que vous allez intervenir à nouveau chez le client? Mais aussi, est-ce que votre client type aura la possibilité de faire du bouche à oreille et de parler de vous? Ok? Si vous intervenez chez un client professionnel, par exemple, qui a plein de chantiers, qui a 10 chantiers à faire par an, que vous êtes là juste pour faire un petit remplacement ponctuel parce que l'ancien chauffagiste est en vacances ou parti à la retraite, peut-être que vous avez intérêt à essayer de mettre les bouchées doubles, à faire passer un bon devis, peut-être pas gagner tout de suite, mais gagner sur le long terme, parce que cette personne-là va vous rappeler pour les 10 autres chantiers si vous travaillez bien. Si vous voulez juste charcler le client une fois et il était un peu pris entre deux murs parce que son chauffagiste n'est pas là, il est prêt à accepter n'importe quoi pour faire valider son chantier, ouais, vous avez fait un bon coup, vous avez gagné 2000 euros en plus, sauf qu'en fait, vous avez perdu 10 chantiers par an. Il faut bien réfléchir. Euh, Quelle est la situation financière de votre client? Alors, vous avez la chance de pouvoir certainement vous déplacer chez votre client. Donc, vous avez une chance indéniable qui est celle de pouvoir constater directement quelles sont à peu près les ressources financières de votre client pour pouvoir adresser un devis en cohérence avec ce qu'il demande. Ok? Les clients ne sont pas toujours avertis de ce dont ils ont besoin. Ok? Ils pensent certainement aussi maîtriser certaines choses ou que certaines choses sont plus faciles à faire que ce qui est dans les vrais faits. Ok, ça arrive beaucoup avec les sites internet notamment. Euh, et pour vous aussi. Ok, peut-être que le client, je vais prendre un exemple. En peinture, il pense qu'en fait, il y a juste à mettre un coup de peinture et il regarde à Brico Dépôt et il trouve un pot de peinture à 50 euros et puis il trouve un pinceau ou un rouleau à 20 euros et puis il se dit bon ben pour 70 euros, je peux refaire toute ma pièce, il y a marqué 70 mètres carrés dessus. Ok, je prends une journée, je le fais. Sauf qu'en fait, lui, il pense que le coût c'est ça, mais en fait, si vous arrivez et que vous devez lui expliquer, non, mais en fait, il y a de l'enduit à refaire, il faut poncer, il faut protéger le parquet, et en fait, la peinture, il faut mettre deux, trois couches. Donc 70 mètres carrés, au final, c'est pas 70 mètres carrés, c'est 25 mètres carrés. Il faut expliquer aussi au client que son budget n'est pas en adéquation avec ce qu'il demande. Ok. Et puis des fois, en fait, le client a du budget et vous avez pas posé les bonnes questions, et au final, vous vous retrouvez à faire une prestation à 1000 euros alors qu'il vous demandait une prestation à 3000 euros, en fait, et qu'il avait les moyens de le faire et qu'il aurait apprécié une prestation à 3000 euros.
Posez des bonnes questions. Euh, Comment mon client idéal m'a-t-il trouvé? À chaque fois qu'un client vous appelle, à chaque fois que vous êtes sollicité par un client, bonjour monsieur, bonjour madame, comment avez-vous entendu parler de moi? Hyper important. Si vous savez ça, vous maîtrisez exactement quels sont les leviers qui vous permettront d'avoir plus de trafic, plus de chantiers, etc. Si tout le monde vous dit que c'est le bouche à oreille, vous avez fait du super bon boulot. Si tout le monde vous dit que c'est via un annuaire, quel annuaire, madame? Quel annuaire, monsieur? Ah, c'est sur celui des pages jaunes. Ok. Allez sur les pages jaunes, optimisez votre page jaune. Aussi simple que ça. Et si vous l'optimisez de 10%, ben peut-être que vous aurez 5 ou 6 appels par mois en plus. Sachez d'où vos clients viennent pour pouvoir améliorer vos différents canaux d'acquisition. Ok? Les différentes manières qu'auront vos clients de pouvoir vous joindre. Mon client a-t-il besoin de moi pour réaliser des documents? Hyper important. Vous ne vous rendez pas compte de la difficulté qu'ont vos clients à comprendre tout ce dont ils ont besoin de faire pour pouvoir faire des travaux. Alors peut-être que vous aurez envie de faire les travaux comme ça facilement et de pas faire les papiers et puis le client il se démerde. Ouais, c'est bien, mais c'est pas le service qu'on vous a demandé. Si vous êtes incapable, si vous êtes capable de lui fournir euh, une aide pour faire le permis, pour faire les demandes d'octroi, pour faire les demandes d'aide pour les C2E, ma prime rénov, etc. Si vous êtes capable d'aider votre client à faire les demandes pour l'eau, pour l'électricité, pour GRDF, et pour faire en sorte que le client n'ait rien à faire, bah, c'est game changer. Et il va aller plutôt vers vous que chez un autre artisan. Moi, je me rappelle, euh, enfin, mon père, il me disait, bah, le photovoltaïque, j'ai installé du photovoltaïque, j'ai signé ici, et pourtant, mon père est quelqu'un de très à cheval. Il va tout lire, le document, il va tout lire. Il est capable de faire n'importe quel document. C'est quelqu'un de très pointilleux. Il a juste fait sa signature sur le papier. L'entreprise en question s'est occupée de faire l'installation du photovoltaïque et de faire toute la paperasse. Il était hyper heureux. Et ça avait déjà un argument de choc par rapport à une autre entreprise qui n'aurait pas été capable de le faire. Et c'est quelqu'un qui est très pointueux avec l'administratif et qui aurait été capable largement de le faire. Mais vous, c'est votre métier, c'est votre expertise. Si vous faites de l'installation de panneaux photovoltaïques, par pitié, gérez les documents. Ok? Ça vous demande un secrétaire, ça vous demande de faire du papier ou ça vous demande d'externaliser cette demande pour vous. Il y a plein d'entreprises qui s'occupent de faire des documents administratifs juste pour vous. Ok? Si vous savez pas le faire, si ça vous prend trop de temps, trouvez une entreprise qui vous permettra de le faire. Vous les payez au dossier, vous n'êtes pas obligé de les payer tous les mois, etc. Vous les payez uniquement si vous avez des dossiers. D'accord? Quels sont les avantages qu'ont vos clients à passer par vous? Et oui, parce qu'il faut bien qu'il y en ait un. S'ils vous choisissent, c'est qu'il y a bien une raison. À vous de déterminer quel est votre avantage concurrentiel par rapport à vos concurrents. Réfléchissez, réfléchissez. Bon, bref, vous avez compris. Pensez-y. Votre client idéal préfère-t-il des projets clés en main ou est-il disposé à gérer plusieurs artisans et fournisseurs? Ok. Euh, Souvent, quand vous arrivez pour faire des travaux, il y a plusieurs postes de travail et il y a plusieurs domaines de compétences qui sont nécessaires. Vous avez un réseau, vous êtes un professionnel, vous avez un réseau, peut-être que vous pouvez lui en faire bénéficier, faire manger un petit peu les copains, et puis être sûr aussi de la qualité des travaux et confier de la sécurité et, euh, et de la tranquillité à votre client. Ok? Si vous pouvez le faire, faites-le. Et assurez-vous qu'en fait, dans la bande, il n'y ait pas un charlot qui va foutre en bazar votre propre travail à vous. Parce que si vous faites l'électricité et que les gars du placo, ils passent 2 jours avant vous, sur certains dossiers, ça peut être chiant, quoi. Euh, Votre client idéal, non, ça on l'a fait. Quelle importance votre client idéal accorde-t-il à la durabilité et à l'efficacité énergétique dans ses projets de construction ou de rénovation? Ok. Est-ce que c'est quelqu'un qui est sensible par choix ou par obligation, souvent par obligation, à la qualité de vos travaux et aux matériaux que vous allez utiliser? Ok. Hyper important. Et à ce moment-là, il faut avoir des arguments qui aillent dans ce sens. Ok. Quelle est l'importance Non, votre client idéal a-t-il des préoccupations spécifiques en matière de sécurité ou de conformité au code
au code de construction. Conformité. Je crois qu'il faut que je reformule la question. Mais en gros, votre client idéal, est-ce qu'il accorde une importance majeure à la sécurité pendant l'intervention? Est-ce que c'est pas tant la sécurité de vous vis-à-vis de ce que vous allez faire, mais c'est plutôt la sécurité du public ou de la famille et des enfants vis-à-vis des travaux que vous allez faire? Est-ce que c'est dangereux? Est-ce qu'il y a de l'amiante? Est-ce qu'il va y avoir des dépôts de poussière? Est-ce qu'il y a des risques de chute de matériaux? Il faut rassurer votre client aussi par rapport à ça, à dire que vous travaillez dans les respects des normes et des règles de sécurité. Ok? C'est des éléments qui sont importants. Et en fait, même si c'était pas un élément qui était important, et pour cet argument, mais pour autant d'autres, hein, même si ce n'était pas un argument important pour votre client et qu'il pensait ne rien en avoir à faire, vous lui dites, moi, écoutez, tous mes gars, ils ont une formation en sécurité, etc. C'est carré. Et en plus de ça, au moins, vous êtes sûr, votre patientèle, elle ne risque rien parce qu'on va travailler en sécurité, on travaillera en dehors des heures d'ouverture, etc., etc. Quand il va voir l'autre artisan pour faire un autre devis, qui pose pas la question et qu'en même temps il lui en parle pas et qu'il lui dit ouais on va faire les travaux en pleine journée, nanana, il va se dire ouais mais attends lui il vient me foutre le bordel et je vais avoir des risques d'accident alors que l'autre boîte elle travaille en sécurité. Ça fait autant d'arguments. Si vous pouvez cocher toutes les cases comme sur ce formulaire face à votre client en posant les bonnes questions et en répondant de la bonne manière, vous gagnez tout. Vous gagnez tout et elle est là la différence. Elle est là. C'est pour ça que moi, je suis bien meilleur que les autres pour faire des sites internet pour les artisans. C'est parce que je connais les artisans. Ok. Une entreprise généraliste, une agence web ou une agence SEO qui connaît pas les artisans, ouais, ok, le site il est sympa. Et après, qu'est-ce qu'on fait quand il faut aller plus loin dans les détails? Qu'est-ce qu'on fait quand il faut faire des pages de service? Qu'est-ce qu'il fait quand il faut parler un petit peu de vos certifications et de comment vous travaillez? Ils sauront pas le faire. Ok. Euh, ou ça vous coûtera très cher parce leur faudra du temps de recherche, etc. Ok. Votre client type est-il le décideur final? Oui. Et oui, parce que ça fait 2 heures que vous êtes sur le devis, ça fait 2 heures que vous êtes en train de parler avec votre client, mais votre client, au final, quand vous arrivez chez lui, quand vous finissez, que vous lui donnez le devis, il vous dit bon bah ok nickel, je vais en parler à ma femme. Ok. En fait, euh, souvent, généralité, excusez-moi, souvent c'est l'homme qui décide de faire un petit peu les travaux ou qui sait ce dont il a besoin, mais c'est la femme qui va donner l'aval ou non. Est-ce que ça lui plaît ou pas? Si ça lui plaît pas à sa femme, vous êtes mort, vous êtes cuit, ça n'ira pas au bout, d'accord? Mais ça c'est pas le pire. Le pire c'est quand vous parlez au N-2 et qui vous dit bon ben il faut que j'aille voir le patron maintenant. Ok. Sauf que les 2 heures que vous avez prises de temps pour dégommer chacun des contre-arguments et pour rassurer la personne sur la qualité de vos prestations, etc., ne pensez pas qu'il va passer 2 heures avec le patron pour pouvoir débriefer tout ça. Donc, quand vous vous adressez à des gens, adressez-vous aux décideurs. Ok. Et là, on part un petit peu, on s'éloigne un petit peu de l'ICP, de l'avatar client, parce que là, je suis en train de vous parler de comment gérer un devis, etc. Euh, Mais en même temps, c'est tellement lié. C'est tellement lié. C'est-à-dire que si vous savez à qui vous vous adressez, exactement, vous savez comment il faut lui parler. Ok. euh, Et ben quand vous n'êtes pas en face du décideur, faites en sorte d'être en face du décideur. Vous ne perdez pas votre temps à quelqu'un qui n'est pas avec quelqu'un qui n'est pas décideur. Ok. Ça sert à rien de pitcher votre solution pendant 2 heures si la personne n'a aucun pouvoir de décision. Dites-lui, moi, je suis le meilleur, je suis beau. Ok. Maintenant, viens, on parle avec le patron parce que c'est lui qui m'intéresse et c'est lui qui va être surtout intéressé par cette prise de décision là. Ok. Quelle est la durée moyenne du processus de décision de votre client? Pareil, c'est la différence entre le B2B et le B2C. B2B, c'est pour les professionnels, c'est de professionnel à professionnel, et B2C, c'est de vous à un client particulier. Bah, le client particulier, en général, il est capable de prendre sa décision à l'instant T ou après avoir fait 2 autres devis, par exemple. C'est assez rapide. Euh, et puis le professionnel, lui, il a besoin de faire 5 devis, un appel d'offres, la date de choix, elle est faite à telle date, et puis ça va devoir passer par 4 réunions, etc., etc., etc. C'est important de savoir où on met les pieds, parce que si vous commencez à faire 3 devis chez du B2B avec des appels d'offres et vous dire c'est bon, je suis tranquille, bah en fait non. Et peut-être qu'ils même s'ils sont acceptés, ils vont tous tomber en même temps. Donc il faut pouvoir gérer son planning
et gérer à qui on s'adresse. Peut-être que vous avez intérêt à changer d'avatar client au fil du temps, en fonction de ce qui vous plaît. Ok. Quelles sont les objections principales de votre client? Très important. Qu'est-ce qui fait que votre client va pouvoir avoir des doutes quant à votre prestation et à votre profil et aux travaux qu'il a besoin de faire? Si vous levez toutes les objections sur votre site internet, en discussion avec vos clients, si vous levez toutes les objections, parce que vous connaissez votre client. Une fois que vous avez fait 100 devis, vous savez ce qui bloque, ok? Et vous savez par rapport à la réaction de la personne en face de vous, si ça plaît ou si ça plaît pas et qu'est-ce qui va le gêner, ok? Levez toutes les objections. Si vous levez toutes les objections, c'est autant de barrières en moins à franchir et c'est autant de distance en moins qu'il y a à faire pour le client vers vous pour valider votre devis, ok? Comment pouvez-vous aider votre client à se projeter avec vous? Effectivement, quand, quand un client vous appelle pour faire une nouvelle salle de bain, ok, euh, et que c'est un senior, par exemple, ou que c'est le fils ou la fille du senior en question. Il vous dit, écoutez, la salle de bain elle est ancienne, il faudrait la refaire, c'est pour mon grand-père, ok. Vous, si vous êtes bête et discipliné, vous refaites une salle de bain et puis elle est jolie, ok. Elle est au goût du jour, ok. Mais en fait, c'est pas ça qu'ils ont demandé. Ils voulaient que vous refassiez la salle de bain, mais comment vous l'aidez à se projeter? Vous lui faites une salle de bain design et PMR, accessible aux personnes à mobilité réduite. Et de la sorte, vous l'aidez à se projeter quand vous lui vendez votre chantier. Parce que si vous arrivez, vous lui dites oui, vous inquiétez pas madame, vous inquiétez pas monsieur, on vous fait une super salle de bain, c'est bien, il se projette, ok, elle sera jolie. Mais si vous lui dites, vous inquiétez pas, votre parent, il va pouvoir prendre sa douche tout seul, et puis ça sera beaucoup plus agréable, beaucoup moins de douleur. Euh, vous n'aurez pas besoin de venir lui faire prendre la douche parce qu'il y a besoin d'être à deux pour lui faire passer la baignoire. Une seule personne suffira. Et puis, ça sera beaucoup plus agréable. Votre parent va gagner en autonomie. Elle sera plus fière d'elle. Ça lui donnera plus goût à la vie, etc. Et on va pouvoir donner une nouvelle expérience de vie à votre famille. Imaginez ces arguments-là lorsqu'il s'agit de convaincre un parent de faire une salle de bain PMR à accessibilité pour un accès plus grand pour un membre de sa famille. Ok. On ne parle plus de faire quelque chose de beau, on parle de changer la vie d'une personne grâce à vos travaux en tant que plombier ou maçon, etc. Ok. Euh, Quand vous faites une rampe pour un handicapé, par exemple, vous ne faites pas juste une dalle penchée, vous changez la vie de quelqu'un. Ok. C'est quelqu'un qui sera plus indépendante, qui se sentira plus capable et vous allez vraiment changer des vies. Donc, prenez ce que vous faites, regardez les valeurs que vous apportez, regardez tout le bon que vous allez apporter, les émotions que vous allez apporter à votre client et transmettez-lui-le. Ok. euh, Elle est grande, la personne est grande, elle est seule, elle est capable de se projeter, mais aidez-la à se projeter. Aidez-la à se projeter. Et c'est comme ça que vous passerez devant tous les autres. C'est très simple. Pourquoi votre client a-t-il intérêt à passer par vous et plutôt que pour un autre? On en a parlé juste un instant. Quelles sont les peurs de votre client? Est-ce que vous allez réussir à travailler dans les temps? Est-ce que vous n'allez pas lui demander des rallonges parce que en fait compte vous aviez pas vu ça, etc. Que vous aviez essayé de faire ric-rac et qu'au final, ben, il se rend compte que ça passe pas. Rassurez vos clients. Avec moi, il y a pas de demande de supplément ou il n'y a pas de rallonge. Si je vous dis un prix, c'est tel prix. Ok. Si je vous dis que c'est telle date, c'est telle date. Et si je vous dis que j'ai une garantie, ben j'ai une garantie, voilà. Ok. Donc hyper important. La réassurance. Et tout ça sur un site internet, c'est des éléments qu'on met en place facilement. Euh, Dire que vous avez une garantie décennale, un petit logo, dire je suis un artisan avec une garantie chez AXA, Société Générale, j'ai pas le nom de toutes les garanties décennales. Ben, en fait, c'est fait. Vous avez plus à le faire, ou presque pas. Sur votre facture, ou du moins sur votre devis, vous avez le petit logo de la garantie décennale avec votre numéro d'agrément. Stop et fin. L'autre, quand il l'aura pas, quand il va comparer les deux devis,
Il va se dire merde, il y en a un, il a pas de garantie décennale, ok? Même si peut-être il l'a. Donc faites attention. Euh, Quelle est l'importance des avis pour votre client idéal? Ouais, c'est la petite question bonus. Quelle est l'importance des avis pour votre client idéal? Est-ce que après que vous allez être passé, ou est-ce que avant qu'il vous appelle, euh, il va regarder votre réputation sur Internet? Ou est-ce que c'est pas important pour lui? Si c'est un papy de 80 ans, peut-être qu'effectivement il va pas regarder les avis. Mais peut-être que ses enfants vont regarder les avis. Peut-être. Si c'est un jeune, si c'est quelqu'un qui a 25 ans, ne vous inquiétez même pas sur le fait qu'ils vont regarder si vous avez une présence en ligne. Et si vous avez une présence en ligne, ils vont regarder ce que pensent les autres clients de vous. Faites attention à ça vous coûte rien. À chaque fois que vous faites un chantier, demandez un avis. Et si vous avez des avis négatifs, répondez-y. Voici la fin du formulaire de l'avatar client. Je pense que si vous répondez à toutes ces questions-là, vous allez passer d'une étape A à une étape B. L'étape A, vous pensiez connaître votre client. Étape B, vous vous rendez compte que vous connaissez pas exactement votre client et il va falloir pousser encore plus. Ok? Mais c'est bien parce que maintenant vous savez que vous ne savez pas. Et grâce à toutes ces questions, vous savez maintenant un peu plus à qui vous vous adressez. Et aussi, je sais que c'est très facile de se dire oui, mais moi je travaille avec du B2B et du B2C. Quel est votre Pareto, donc les 20% de clients qui vous rapportent 80% de vos revenus, ok? Ou quelle est la majorité, ou quelle est la minorité, ou quelle est la généralité qui va permettre de générer le plus de résultats, ok? C'est à ces questions-là que vous devez répondre. Et une fois que vous connaissez votre client type, ça va être 10 fois plus simple de vous adresser à eux. Ok. Euh, donc, après, effectivement, vous pouvez faire un avatar pour le B2B, un avatar pour le B2C. Vous pouvez faire un avatar pour la création, un avatar pour la rénovation. Mais attention, après, il va falloir s'éparpiller. Et le but, c'est de pas s'éparpiller. Si moi, je travaille pas avec les auto-entrepreneurs, ou du moins, si je l'annonce pas, c'est parce que pour moi, un auto-entrepreneur, il fait tout. Ok? Et je vais pas commencer à dire je fais des sites pour tout le monde. Parce qu'un auto-entrepreneur, il peut faire du toilettage pour chiens, il peut faire de la coiffure. J'y comprends rien en coiffure. Aujourd'hui, je suis bien coiffé, ça va. Ça va. Mais j'y comprends rien en toilettage. J'y comprends rien en chien. Euh, Ça peut être quelqu'un qui fait des cours d'équitation. J'y comprends rien en chevaux. Non, je fais pas les auto-entrepreneurs. Par contre, je travaille pour les auto-entrepreneurs qui sont plombiers. Je travaille pour les auto-entrepreneurs qui sont maçons, etc. Si vous êtes, moi, je considère que vous êtes maçon avant d'être auto-entrepreneur. Le statut de votre entreprise, je m'en fiche. Ok? C'est pas important pour moi. Euh, donc, sachez à qui vous vous adressez et dissociez bien les différents personas que vous pourriez faire si vous voulez en faire plusieurs. Ok? Maintenant, un avatar client, il se compose aussi de différents éléments qui sont beaucoup plus basiques. Quel est l'âge de mon client type? Quel est son niveau d'études? Qu'est-ce qu'il aime consommer comme contenu média? Donc, où est-ce que je vais pouvoir le choper? Euh, Quel est son niveau d'éducation? Quelle est sa politique? Enfin, quel est de quel côté il se situe au niveau de la politique, un petit peu? Quelle est la voiture qu'il conduit? Quel est le type de maison qu'il a? Est-ce qu'il a des enfants? Est-ce qu'il a une campagne ou est-ce qu'il est célibataire ou elle célibataire? Est-ce que quel est le revenu de cette personne, même si on l'a traité, c'est toujours important. Euh, Est-ce qu'elle vit dans une ville, dans un village? Ça, c'est une question que j'aurais pu mettre dans le formulaire. Est-ce qu'elle vit dans un appartement, dans une maison, etc. Ce sont toutes les questions basiques. Il faut vraiment que vous puissiez vous dire, ok, même maintenant, je te donne un prénom. Tu vas t'appeler Cyril. T'as 40 ans. T'as un bac plus 5. T'es maçon. T'es avocat. Et tu vis dans une maison et t'as pas le temps de faire des travaux. Ok? Et moi, je m'adresse à toi, Cyril. Et quand tu fais ton site internet, tu t'adresses à Cyril. Voilà, c'est tout. Tu t'adresses pas à quelqu'un d'autre. Tu t'adresses à Cyril. Voilà. Donc, je pense que cette vidéo-là va vous permettre de vraiment comprendre ce que c'est un ICP, un avatar client ou un client type, pour reprendre les trois termes, et que vous allez, à la fin de cette vidéo, comprendre vraiment euh, ce
ce à quoi ça sert, ok. Vous pouvez passer et vous dire qu'en fait ça a servi à rien, ou oui mais je sais déjà ce que c'est. Mettez-le sur le papier, ou de toute manière si vous continuez dans l'entrepreneuriat et dans le business, dans les affaires, à un moment vous y viendrez, vous vous direz mais en fait la personne qui m'avait appris ça, parce que vous retiendrez pas mon prénom forcément, en fait elle avait raison et j'aurais dû faire ça plus tôt. En tout cas moi c'est ce que je me suis dit au bout de 7 ans. On se laisse pour le prochain chapitre qui sera certainement la création du flyer. Et puis on se dit à bientôt. C'était un plaisir. Si vous avez des questions à ajouter à ce formulaire, ou si vous avez des questions tout court, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo YouTube, ou à m'envoyer un petit mail via l'onglet contact du site internet pour me dire est-ce que tu peux ajouter ce commentaire. Voilà. On se dit à bientôt. Au revoir.